Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au balado Au-delà des frontières, centré sur le projet Leadership de la famille immigrante francophone pour une meilleure intégration au Canada. Donc aujourd'hui, nous avons un invité très spécial qui nous parlera des éléments de l'intégration. Nous discuterons un peu de son expérience en tant que professeur ici au Canada et en tant qu'immigrant quand il est arrivé au Canada. Donc sans plus attendre, je voudrais vous donner la parole un peu pour nous parler un peu de votre trajet ici en tant qu'immigrant au Canada. Bonjour tout le monde et merci beaucoup. Je m'appelle Moussa Magassa. Je suis originairement du Sénégal. C'est le pays le plus beau au monde. Hein? Ouais. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. Sénégal. Donc, quand on est d'accord avec ça, ben on peut continuer la conversation. Je suis arrivé au Canada, ça fait presque 24 ans maintenant. Mais contrairement à la plupart des immigrants francophones au Canada, je crois que mon itinéraire au Canada est un peu différent du fait que moi je suis arrivé du Canada à travers l'Afrique du Sud. Où j'ai vécu pendant des années, c'est où aussi je suis allé à l'école là-bas aussi. J'ai étudié au Sénégal et ailleurs et partout, mais donc c'est la différence, la petite différence qui existe, ce qui veut dire qu'en arrivant au Canada, je suis arrivé déjà avec de l'anglais. C'est à cause de ça que je vais insister sur ce point. Je suis arrivé avec de l'anglais, mais je suis arrivé aussi avec des diplômes qui ont été accomplis dans un pays anglophone, donc l'Afrique du Sud. Et je crois que ça a eu un impact sur mon expérience et ma vie au Canada. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je porte beaucoup de chapeaux, mais pour juste simplifier la chose, j'ai travaillé d'abord à Vancouver en tant qu'un agent d'intégration pour les francophones en milieu minoritaire hors Québec. J'étais le coordonnateur de ce programme qui était un projet pilote du gouvernement fédéral. Après ça, j'ai décidé d'aller à l'université et de travailler dans l'université où j'ai porté beaucoup de chapeaux. J'étais, qu'on appelle, un conseiller spécial sur les droits de la personne humaine et j'enseignais les droits de la personne humaine, l'immigration, la résolution des conflits interculturels parce que mes diplômes aussi sont en résolution de conflits, les droits de l'homme, qu'on appelle la sécurité internationale et qu'on appelle la consolidation de la paix, Human Security and Peace Building. Donc, ça fait 2 ans et demi que je suis à Calgary. Donc, j'ai accepté un poste ici à l'université et c'est un poste qui est titré en français, ce qu'on appelle vice-recteur associé en équité, diversité et inclusion. Donc, mon boulot, c'est de créer une structure de stage organisationnelle pour toute l'université où on aura, qu'on appelle la diversité, l'équité et l'inclusion, l'antiracisme, la justice sociale et tout. C'est un boulot que j'ai fait déjà à l'université de Victoria où j'étais le conseiller spécial du président pour ça. Mais là, ça devient que je n'ai pas seulement besoin d'être professeur, mais aussi je dois créer toute une structure, tout un département. Et donc le côté administratif, c'est aussi beaucoup. Merci beaucoup pour nous dire un peu de votre histoire. Et vous, comme vous avez dit tout à l'heure, quand vous êtes arrivé ici, étant allé à l'Afrique du Sud, vous parlez déjà l'anglais. Et c'est un élément qu'on a vu surtout avec les immigrants qui sont venus ici, même s'ils sont diplômés, ils ont fait l'école. La langue, c'est un élément qui influence beaucoup l'intégration. Parce que même si tu es diplômé, si tu ne peux pas parler la langue, des fois c'est dur de trouver du travail. Est-ce que vous pensez qu'il y a, à part de la langue, quels autres genres d'éléments vous pensez qui est vraiment difficile en tant qu'immigrant ici, en essayant de s'intégrer dans la communauté anglophone? Ce qui est difficile, je vais dire qu'il y a 3 éléments que je vais citer, mais d'abord commençons par le commencement. Le commencement, c'est que la plupart des francophones qui arrivent au Canada, nous pensons que le Canada est un pays bilingue. Alors que le bilingualisme au Canada, ça s'arrête au Québec. Et même le Québec n'est pas bilingue. Bon, il faut juste le reconnaître de cette manière parce que les politiques au Québec imposent les gens de parler français. Ça, ce n'est pas du bilingualisme. Donc, il y a une acceptance de l'anglais, mais ce n'est pas tout à fait toutes les langues.
Mais le reste du Canada, en tant qu'immigrant francophone, on trouve des pochettes de communautés francophones ici et là. Et si on a la chance, on va finir par travailler dans une société francophone. Ouais. Mais le Canada, c'est l'anglais qu'on a besoin si on veut fonctionner en dehors du Québec. Donc, on arrive ici, on pense que les francophones, on va s'en sortir. D'abord, ça, c'est un grand petit défi. Le deuxième défi, au-delà de la langue, c'est le défi de la reconnaissance de nos compétences et de nos diplômes. Parce que si tu as ces diplômes et ces compétences d'un pays francophone, tu vas dans un domaine anglophone, ce n'est pas toujours évident qu'ils vont accepter tes diplômes et tes connaissances. Ça, c'est de trois. Et ça, c'est plus important, c'est le côté économique. Et le côté économique, c'est parce que tu ne parles pas bien la langue, tu n'as pas les diplômes qu'il faut. Alors tu finis par travailler en dessous de tes compétences. La plupart des gens finissent par choisir ou bien accepter un boulot qui est en dessous de leurs compétences. Donc psychologiquement, ça te mime, ça te mange dedans. Parce que tu sais que tu étais un ingénieur et là maintenant tu laves la vaisselle dans un restaurant. Ce n'est pas parce que laver la vaisselle c'est mauvais, c'est juste parce que ces personnes ont une certaine expectation, bon, il y a des choses qu'on espère avoir et ils n'ont pas. Donc psychologiquement, ce sont ces petits boulots, ce sont ce manque de reconnaissance de tes compétences, c'est aussi le manque d'accès à la langue et à pouvoir vivre comme il le faut. Tout ça, ça crée aussi le côté psychologique pour la plupart des gens. Et ça, c'est pire qu'autre chose. Donc, comme je disais, c'est d'abord le côté fonctionnel sur la communication. Le deuxième, c'est le côté fonctionnel sur l'économie, parce qu'on n'a pas les moyens qu'on a besoin pour vivre dignement. Et le troisième, c'est l'impact de tout ça sur le plan psychologique, et qui souvent mime les gens et les rabaisse. Donc les gens finissent par perdre confiance en eux-mêmes, par perdre confiance en leur capacité et capacité. Et c'est triste parce que des fois, tu vois que ces personnes ils sont diplômés, ils ont une grande expérience de vie, ils viennent ici et ils espèrent avoir une bonne vie et ça les rend à quitter, tu vois, retourner peut-être au pays où essayer sa chance dans un autre pays. Donc c'est très intéressant. C'est intéressant parce que encore, il y a deux autres aspects à l'intégration et comment on appelle le défi que les gens vivent. L'autre point, c'est-à-dire avoir cette croyance comme quoi on va vivre comme on le faisait au pays. C'est totalement différent. Culturellement, les choses, ce n'est pas la même chose. Donc, les communautés que tu es habitué au pays, tu ne le trouveras pas ici. Tu t'amènes avec des enfants au pays, tu laisses les enfants à la grand-mère, à la sœur, à la tante. Bon, vous pouvez avoir une vie. Mais ici, tu es constamment avec tes enfants. Il n'y a pas de famille extendue pour t'aider. Mais le quatrième ou cinquième point que je veux ajouter aussi, c'est les dynamiques familiales qui vraiment impactent les immigrants. La manière dont on se traite les uns les autres au pays, ici, tu le fais, tu te retrouves en prison. Les rapports entre hommes et femmes sont totalement différents. Mais troisièmement, c'est la dynamique qui existe entre les parents et les enfants. C'est autre chose et ça crée tellement de tensions et de problématiques. Le conflit générationnel, mais le conflit culturel. Et ça, moi, je dirais même que c'est pire que juste les conflits. C'est souvent les enfants veulent aller à l'école, mais ils ont des parents qui ne sont pas instruits. Donc, quand l'enfant vient à la maison, les devoirs de maison, personne ne peut les aider. Quand l'enfant n'arrive pas à trouver ce travail, il balance le cahier, il va dehors et il commence à jouer et à traîner avec d'autres jeunes. Savez-vous la prévalence de combien d'enfants de chez nous qui ont quitté, qui n'ont pas fini l'école? Je ne suis pas sûr. Ici, des enfants d'immigrants et de réfugiés qui ne finissent jamais le grade 12. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune structure autour d'eux pour les encadrer, pour mieux faire. Donc, et tout ça, on ne peut pas les séparer. Tout ça, c'est connecté dans le processus d'intégration. Parce que si ta première génération d'enfants qui sont nés ici ou qui viennent ici jeunes n'arrivent pas à s'intégrer, les parents ne sont pas intégrés, les enfants ne sont pas intégrés, quel genre de communauté tu as? Un des éléments clés de notre projet, c'est la dualité des valeurs, surtout pour la jeunesse. Les enfants de parents immigrants qui sont ici
en grandissant, tu as la valeur de ton pays. Oui. Comme à la maison, tes parents t'apprennent, comme moi, les valeurs sénégalaises. Mais Oui. quand tu commences l'école, surtout au secondaire, il y a les valeurs canadiennes aussi. Il y a... Donc, on est un peu coincé entre deux mondes et tu dois te bâtir ton identité entre ces deux mondes. Est-ce que vous aviez peut-être une opinion envers ça? J'ai beaucoup d'opinions à propos de ça. Je me souviens la première année, non, ma deuxième année à l'université de Victoria, j'ai enseigné mon cours sur l'immigration. J'ai eu une jeune fille qui est de parents immigrants et qui, à la fin de la classe, est venue me voir et m'a dit que, Dr Magassa, moi j'ai besoin que tu m'aides à savoir qui je suis. Qui tu es toi? Elle me dit non, je ne sais plus qui je suis. Je suis totalement confuse. Mes parents veulent que je devienne canadienne et mes amis canadiens toujours me montrent du doigt que je ne suis pas d'ici. Alors, comme tu dis, il y a ce problème de dualité culturelle, d'identité qui crée un clash. Non pas seulement pour les enfants, la vérité c'est que ce n'est pas les enfants qui ont ce clash auparavant. C'est les parents eux-mêmes qui viennent ici, qui sont confus sur leur propre identité. Les dynamiques dans la famille entre hommes et femmes, déjà c'est un clash d'identité entre les parents. Parce que l'homme au pays souvent est habitué à être le patron, à avoir l'argent. La femme, chaque fois qu'elle te demande qu'elle veut quelque chose, il faut qu'elle se met à genoux pour te demander donne-moi ça, donne-moi ça. Ici, ta femme peut se retrouver indépendante. On a même des statistiques qui montrent que souvent les femmes parviennent à trouver du travail avant l'homme et que souvent elles gagnent un peu plus que les hommes. Et ça crée de ça. Donc les enfants grandissent dans ce genre de dynamique. Mais le côté culturel, c'est que les parents veulent coûte que coûte que leurs enfants deviennent canadiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour eux, ça veut dire réussir économiquement. Mais la manière dont ils le mettent, ça veut dire quoi? Que les enfants apprennent la culture canadienne. Mais le problème est que la culture canadienne n'est pas homogène. C'est toutes ces cultures. Mais on pense que devenir canadien, c'est devenir un peu plus blanc. Alors que même chez les Blancs, c'est une diversité incroyable culturellement parlée. Alors l'enfant n'a pas assez d'éléments de sa culture originelle de ses parents. Et là, il court derrière une culture canadienne qui est plus que homogène. Alors l'enfant finit par être confus. Et ce n'est pas seulement les enfants, même nous les adultes, on est tous dans ça. Est-ce que je peux juste vous interrompre? Au niveau de l'intégration des étudiants, j'avais une question à propos, mais est-ce que ça serait quoi la première étape pour aider les enfants immigrants à s'intégrer au niveau de l'éducation? La première étape pour les enfants à s'intégrer dans l'éducation, c'est d'abord les parents, à eux de comprendre le système éducatif. Il faut une éducation des parents pour qu'on comprenne. Parce que une manière de supporter ton enfant, c'est que toi-même tu saches comment. Mais si tu ne peux même pas lire les papiers que l'enfant amène à la maison, c'est très difficile. Ça, c'est d'un. De deux, c'est que les parents doivent être courageux pour pouvoir faire de l'advocacy pour leurs enfants. Souvent, quand l'enfant expérience des problématiques du racisme et que l'enfant amène ça à la maison, le parent doit pouvoir contacter les structures dans l'école pour pouvoir demander qu'il y ait des changements. Mais ce n'est pas seulement sur les problèmes du racisme. C'est aussi, si toi en tant que parent, tu vois que ton enfant n'apprend pas comme il doit apprendre, pouvoir parler au professeur ou bien au directeur de l'école pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le cursus de ton enfant pour qu'il puisse réussir mieux. Donc il y a les parents qui doivent s'investir un peu plus au niveau des structures de l'école, pouvoir avoir un peu plus de courage. Je ne parle pas d'accès, de courage de pouvoir demander qu'est-ce que mon enfant apprend ici et est-ce que ça c'est l'apprentissage qu'il faut. Troisièmement, les associations de parents d'élèves, nos parents doivent faire partie. Souvent, tu regardes ces associations. Si tu vois un noir là-bas ou un africain, d'habitude c'est l'association qui allait te chercher pour un peu noircir. Pour justifier la diversité. Mais nos parents d'élèves, nous-mêmes, nous les Noirs, c'est rare qu'on va et qu'on dit qu'on veut être des bénévoles. C'est quand on vient nous chercher qu'on va. C'est différent. Donc il y a ça. Le troisième point, c'est de savoir qu'en apprenant notre enfant, notre culture et nos valeurs, ça ne va pas le diminuer à être canadien, ça va le renforcer. Mais c'est aussi d'être honnête avec soi-même, nous les parents. De ne pas vouloir imposer sur nos enfants des choses qui nous savons que quand
elles ont été imposées sur nous, on n'était pas heureux. Taper les enfants. On sait que nous-mêmes, quand on a vécu ce système en Afrique, on n'était pas content. Pourquoi on veut le continuer ici? Crier, hurler, toutes ces violences, que ce soit physique ou psychologique, ce sont des choses qu'il faut laisser tomber parce que ça n'a fait du bien à personne. Et il faut se dire la vérité, on voit beaucoup de ça. Moi, je vivais à Vancouver et à Victoria, j'avais constamment des coups de fil des Africains qui m'appelaient pour que je vienne faire de la médiation. Soit souvent entre les parents et les enfants, entre les couples, ou bien avec la police. Et tout ça, c'est juste parce que notre manière de nous conduire, qui ne crée pas l'environnement pour un enfant, pour qu'il puisse vraiment réussir. Donc, je dirais que le côté culturel, le côté économique, le côté psychologique, tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer d'enlever de notre dictionnaire si vraiment on veut supporter nos enfants. Et ce qui est intéressant, je m'adresse ici aux parents, ce qui est intéressant, nous tous, nous avons à cœur la réussite et le bonheur de nos enfants. On a tous à cœur ça. Donc, on peut le faire. Si c'est ça que nous voulons, il faut que nous repensions la manière dont nous nous conduisons devant nos enfants. Ça ne veut pas dire que arrêtez de donner à vos enfants l'éducation qu'il faut, mais il y a certaines éducations qui ne sont pas acceptables, mais qui ne sont même pas préférables. Je voulais aussi, vous aviez dit que vous avez parlé du racisme. Je voudrais un peu vous demander votre avis envers ceci. On voit souvent différentes communautés, des communautés racisées. Le racisme existe, la discrimination existe, mais il y a des différences entre différents groupes racisés. Donc, je voudrais vraiment comprendre l'influence de la discrimination et du racisme ici au Canada et la différence entre les différents groupes. Est-ce que peut-être dans nos pensées, c'est plus fort que ce l'est? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est systémique? Quelle est l'influence envers l'intégration ici pour les... Le racisme est une réalité. Le racisme systémique, c'est une réalité, ça existe au Canada. Et le racisme systémique a un impact désastreux sur l'intégration. Ça, il faut le reconnaître. Moi, quand je suis venu au Canada, le premier job, le premier travail que j'ai appliqué, je suis allé à une interview, il y avait 3 ou 4 messieurs qui me posaient des questions. Après presque 30 minutes, l'un m'a dit, mais par contre, nous, on voulait savoir quelle est ton expérience de travail au Canada. Je me souviens, à l'époque, je venais de l'Afrique du Sud, on se bat jusqu'à la mort, quoi. Alors je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, moi, je vais te répondre. Mais avant que je te réponde, moi, je me rends compte que tu n'as pas lu mon application et mon CV. La première phrase de mon application, monsieur, moi, je t'ai dit que je viens d'arriver de l'Afrique du Sud, ça fait juste 3 semaines. Et tu me demandes mon expérience de travail au Canada. Soit tu n'as pas lu mon CV, ou bien tu cherches un prétexte pour me dire que je n'ai pas d'expérience. Dans tous les cas, moi, je vais te dire une bonne nouvelle. Après 30 minutes à vous entendre, je me suis décidé que je ne veux pas travailler dans votre boîte. Alors, je ne suis plus intéressé, je vais commencer à ramasser. Oh, tu es fâché? J'ai dit non. Mais moi, je vais te dire que je ne suis pas intéressé parce que j'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai vu le racisme face à face. Ce que je vois ici, c'est pire parce que quand le racisme est bête, c'est vraiment bête. Bonne journée. Je suis parti. Le directrice générale m'a suivi pendant 2 jours en m'appelant pour me dire qu'elle va me rencontrer. Bon, finalement, je l'ai rencontrée, elle m'a dit, je suis vraiment choqué, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, c'est parce que madame, imagine-toi, j'ai vécu assez et j'ai toujours survécu. Donc ne pas voir ce boulot dans ta boîte ne va pas me tuer. Je crois que ça sera mieux pour moi, parce que je ne veux pas travailler avec des racistes. J'ai déjà gagné une guerre contre le racisme, je ne veux pas recommencer. Donc ça, c'est mon expérience personnelle pour te dire que ça existe. La manière dont j'ai répondu à ce racisme, est-ce que c'était la meilleure manière? Non. Si j'avais à refaire, je crois que je le ferais différemment. Parce que j'aurais pris mon temps peut-être d'accepter ce job et d'éduquer ces gens-là. Donc le racisme systémique, ça existe. Le racisme individuel, ça existe. Souvent, nous sommes victimes, mais aussi reconnaissons notre responsabilité souvent qu'on peut rendre le racisme plus raciste. C'est-à-dire le trigger, c'est-à-dire la manière dont nous nous comportons.
Parce que ne pas adresser le racisme, ne pas l'attaquer au fond et fuir, justifie le racisme et ça continue. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie, je me fuis. Je ne fuis pas devant le racisme, je l'attaque à fond. Mais il faut avoir des manières de le faire. Maintenant, le problème du racisme, peut-être on peut dire racisme, mais aussi il y a aussi autre chose entre nous les immigrants, surtout les racisés. Souvent nous parlons de xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger et de l'autre. Et je crois que ça c'est aussi une autre problématique dans nos communautés. Le blanc et la colonisation, ils ont mis dans notre tête des cartes. Le Sénégal, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Congo. Alors nous amenons ça ici. Donc on n'a pas une solidarité noire pour combattre le racisme. Parce que pendant que nous combattons le racisme au Canada, en tant que noirs, si on est victime, souvent on est en train aussi de nous donner des pics, nous-mêmes, les uns les autres. Nous sommes en train de nous saboter, de saboter le travail. Donc, et ça, c'est un sacré problème. En anglais, on appelle ça lateral violence. Et je te dis que c'est la pire des choses qui nous arrivent, nous qui sommes victimes du racisme souvent, c'est que pendant que nous sommes victimes du racisme, nous sommes en train aussi d'appliquer les mêmes règles que les autres font contre nous. Nous sommes en train de les appliquer les uns les autres. Tu es sénégalais, tu es mauritanien, tu es ça, tu es ça. Ça, je crois que c'est une autre problématique. À Victoria, j'ai entendu un parent d'élève qui m'a dit une chose que j'ai failli avoir une crise cardiaque. Ce parent d'élève, je crois on discutait de problématiques de son enfant qui était à l'école, etc., etc. Et l'école a appelé le parent d'élève pour dire que ton fils a dit des choses horribles à un autre jeune noir, jamaïcain. Et tout est réglé. Après, j'ai vu le parent d'élève, j'ai dit, mais moi, j'étais très, très triste que ton enfant, la dernière fois à l'école, a été puni pour ce qu'il a dit. Le parent d'élève me dit, Moussa, c'est moi qui ai dit à mon fils de ne pas avoir confiance à ces gens-là. C'est triste, hein? Tu envoies ton enfant à l'école, tu lui dis, toi, tu es X. Il ne faut pas avoir confiance à ce jeune du pays Y. Des fois, ça vient de leurs parents et ceux qu'ils ont appris au pays. Hein? La table du dîner, souvent les choses qui se disent, et ça encore c'est pour les parents, qu'on soit très conscient de ce qu'on dit à la table de dîner. Ça va éduquer et influencer nos enfants. Et ça va vraiment saboter leurs intégrations. Parce que si on est en train de dire la haine autour de cette table, l'enfant grandit avec ça. Grandit avec ça. Même à notre balado précédent, j'avais mon ami Yacouba, il parlait d'une de ses amies qui est moitié ivoirienne et moitié filipino. Donc je le demandais, je lui ai dit c'était quoi son expérience? Est-ce qu'elle s'est sentie un peu bizarre comme dans la société canadienne? Il a dit non, c'est vraiment, elle se sent plus bizarre autour des autres Africains parce que les gens lui disent et la traitent, oh t'es pas africaine, t'es pas africaine. Donc vraiment c'est quelque chose qu'on doit commencer à voir. Et ce n'est pas tout, hein, ce n'est pas tout. Toi tu es sénégalais, je sais, toi tu es de quel pays? Congolaise. Bon, moi je suis marié à une Coréenne. Et ce que je remarque, la plupart des gens de ma communauté ne l'ont jamais vu comme étant part de moi. Et il y a quelques années de cela, à Victoria, on est allé à un événement africain, comme on le fait chaque année. Je crois que c'était la première fois que j'ai amené ma femme là-bas. On est arrivé, on a salué. Moi, je l'ai mis, j'ai dit, attends, je vais parler à quelqu'un. 5 minutes après, quelqu'un vient me chercher et me dit, Moussa, ta femme est en train de se bagarrer. Quoi? Elle ne connaît personne ici. J'arrive, ce que j'ai trouvé devant moi, ça m'a choqué et écœuré jusqu'à présent. Depuis lors, je n'ai jamais mis un pied dans cette fête africaine. Ce qui est arrivé, une de nos mamans africaines, à la table où ma femme était assise, elle est venue, les gens lui ont dit, oh ça c'est la femme de Moussa. Elle est venue à ma femme et lui a dit, ah tiens, vous les Asiatiques là, chaque fois qu'il y a un de nos enfants africains qui réussit, vous le volez. Vous venez, vous volez les enfants noirs, les jeunes noirs qui sont en train de réussir, vous les capturez. Et elle a dit ça à ma femme en anglais, avec un ton tellement insultant, ma femme s'est levée. Bon.
Ma femme n'est pas quelqu'un on ne peut pas le prendre avec des pincettes. Elle s'est levée, elle a pris la chaise et elle a voulu taper maman. Donc Dieu merci, les gens l'ont arrêté. Donc c'était ça l'histoire. Mais ce qui m'a choqué quand je suis arrivé, j'ai demandé, bon, j'ai appelé le mari de la maman, George, je dis mais écoute, ce qui est arrivé là c'est dommage, bon, je suis désolé. Il m'a dit non, je ne suis pas désolé, ce que ma femme a dit à ta femme c'est vrai. Bon. Et il a répété la même chose, il m'a dit la même chose. Wow. Donc, imagine-toi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec notre société? Donc, moi je peux dire c'est un racisme contre une asiatique. Bon, depuis lors, chaque fois que je suis allé à une fête africaine, c'est ma femme qui m'a forcé à aller avec elle. Moi tout seul, j'ai totalement peur de l'amener nulle part. Non pas à cause de ce qu'elle peut faire, mais ce que notre communauté font à elle. Donc c'est ça la triste réalité. Le même monsieur, 5 ans après, il vient dans un café où ma femme, parce qu'à Victoria, ma femme aussi est professeure à l'université, mais on avait un coffee shop. Bon, il y avait d'autres personnes qui travaillaient pour nous. Le même monsieur va là-bas au coffee shop, trouve les petits asiatiques qui font le service, il commande des gâteaux, du café, après il leur dit je ne paye pas, parce que le coffee shop ça appartient à mon frère Moussa. Wow. Ils ont appelé la police. C'est moi qui suis allé le sortir de la police. Wow. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, je te dis cette histoire pour te mettre en contexte la psychologie de certaines personnes de notre communauté. Ce n'est pas seulement... Est-ce que c'est du racisme envers une asiatique? Oui. Est-ce que c'est de la connerie congénitale envers les uns les autres? Oui. Mais c'est aussi ce que nous faisons les uns les autres en tant que noirs, qui ne nous avance pas, quoi. C'est vrai, quand on dit noir, il faut faire attention, parce qu'il y a la diversité chez nous aussi. Donc, même notre expérience de racisme est diverse par rapport à nos origines socio-culturelles et la manière dont on répond ou bien on se comporte. Donc, c'est juste des histoires que je voulais vous partager, parce que j'ai jamais pu me remettre de ça. Que ta propre communauté, comme tu disais avec cette fille qui est mix philippino, et moi je te dis, il y a certains de nos enfants qui sont mix ici. C'est le même traitement qu'ils ont. C'est difficile parce que, comme vous avez dit, le racisme existe, mais des fois, notre comportement peut, des fois, et comment tu dis, ça rend les choses pires. C'est ça. Si toi, tu vis le racisme, tu es en train de le combattre, et moi, je suis là, je suis témoin, j'ai vu que, effectivement, ce qui t'est arrivé, c'est du racisme. Mon job, c'est de te soutenir. Dans notre podcast précédent, parce que nous avons essayé d'amener aussi de la jeunesse, de parler de leurs expériences. Et de mon avis, même si on ressent les éléments du racisme, on peut continuer sans vraiment que ça nous affecte trop, parce qu'on a grandi ici. Étant comme Canadien, on a appris la langue, on s'est vraiment intégré dans la société. C'est très facile de dire « Ah, il est raciste, je m'en fous. J'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas, je peux continuer ma vie. Mais en tant que personne qui vient d'arriver au Canada, que peut-être ils ont un accent, leur anglais n'est pas si bon que ça ici en Alberta, quels sont peut-être des genres de conseils envers l'intégration sociale ici, d'essayer de trouver du succès sans trop se faire rabaisser? Oui, ça c'est une bonne question, et je dirais que ça dépend des gens. Ce que j'ai l'habitude de dire toujours, c'est se contrôler, pouvoir contrôler ses émotions, ça ne veut pas dire ignorer. Le racisme, ça fait mal, ça existe. Définitivement, ça nous affecte en tant que des êtres humains. Mais savoir piquer ses bagarres, ses batailles, c'est-à-dire savoir se dire que un coup pour un coup, ça ne résolve pas le problème. Donc c'est avoir le temps de réfléchir et de dire que ça m'est arrivé aujourd'hui, ça m'est arrivé hier, demain je ne veux pas que ça m'arrive, donc qu'est-ce que je dois faire? Et commencer à penser aux alliés, aux gens et aux structures qui sont en place pour pouvoir aller demander de l'aide. Si c'est un raciste qui te hurle dessus et tu sais que tu as peur pour ta vie, si tu ne le fais pas sur le champ, attends un peu et après appelle la police. Va ouvrir un casier. Si c'est une problématique au travail,
n'aie pas peur de faire ce qu'il faut faire sans pour autant être l'agresseur, sans pour autant fuir, mais aller à ton chef d'équipe, rapporter ça. Si tu ne peux pas le faire là-bas, va voir les structures en dehors du travail, c'est-à-dire, comme on appelle la commission des droits humains, rapporte ça. Mais tout ça va même d'aller là-bas, souvent, c'est parler aux autres. S'adresser aux gens autour de toi et leur demander des conseils. Donc, il y a toutes ces petites choses qu'on peut faire. Souvent, on fait tout ça et ça ne résout rien. Mais il faut essayer de trouver des solutions. Il faut essayer aussi de pouvoir parler, si on peut le faire, comme moi. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, ce qui n'est pas un bon conseil à personne, mais j'ai l'habitude de dire aux gens, en anglais, I don't have anything to lose. Je n'ai rien à perdre que de ne pas me dire la vérité à moi-même. Et la vérité à moi-même, c'est avoir le courage de faire ce qu'il faut pour arrêter la saignée, pour arrêter l'injustice. Mais le faire d'une manière qui est digne et qui préserve aussi la dignité de l'autre. Donc le faire d'une manière que je ne vais pas me retrouver aussi accusé. Donc il y a des structures, des lois, il y a la police, il y a tout ça, mais il y a aussi notre entourage, les amis, tout ça, il faut poser des questions. Si on ignore le racisme, il ne va pas partir. Non, il va juste envenimer. Mais c'est de pouvoir combattre le racisme avec des outils qui sont très intelligents, des outils qui sont effectifs, des outils qui peuvent durer. Oui. Donc, mais si on réagit sur le champ physiquement, ça d'habitude, ça me sert. Ça va revenir et ça va nous hanter parce que tu peux être accusé de violence. Mais ça, c'est pas la solution. Donc, j'ai une autre question, ça va être de deux côtés. Donc, il y a un élément qu'on voit souvent ici au Canada, que en tant qu'immigrant ou même enfant d'immigrant, étant arrivé à avoir la citoyenneté canadienne, il y a quand même des fois, on ne se sent pas 100% canadien. Donc, il y a des gens qui disent, oh, d'aller voter, je ne vais pas aller voter, c'est pas de ma place. Ou je ne vais pas aller prendre place dans ma communauté et rencontrer les gens, c'est pas ma place, tu vois. Quand tu les demandes comment c'est pas ta place, t'es Canadien. Donc, ils savent qu'ils sont Canadiens, mais ils se sentent pas comme Canadiens. Et des fois, ça influence l'intégration ici parce que ils sont pas vraiment intégrés dans le niveau social. Donc, avez-vous des conseils envers ça? J'ai le conseil. Je crois qu'une fois, dans une interview, j'ai ramené ce que mon papa m'a dit quand j'étais jeune. Il m'a dit, s'il y a un temps pour faire la décision ensemble et que tu ne veux pas faire partie de ça, tu sors de la chambre. Quand ils auront fait la décision, tu ne seras pas content. Le vote, c'est ça. Le vote, c'est une décision commune pour qui on va nommer et comment cette personne va améliorer nos vies ou bien les empirer. Si tu ne votes pas et qu'on met un Donald Trump à la place, tu ne seras pas content. On est d'accord? Ton vote, un seul vote peut changer tout. Être Canadien, ce n'est pas la manière dont on te traite seulement. Être Canadien, c'est toi en voulant te dire que ça c'est ma place et je vais le remplir. Que le changement que tu veux, que ce changement ne s'en vient pas très tôt, ça c'est un fait, mais cela ne doit pas t'empêcher de prendre ta place autour de la table. Et ce n'est pas en étant derrière le mur qu'on va changer ce qui est dans la chambre, c'est en étant dedans. Donc, prends ta place dedans. On sait que le Canada, ce n'est pas fait un jour. On sait les injustices et les incorrections sont là. Mais la seule manière qu'on peut changer ça, c'est en étant à l'intérieur de la salle, c'est en étant à la table. En anglais, j'avais développé un concept que je disais, la politique de la chaise vide. Quand tu joues la politique de la chaise vide, tout ce que tu dis derrière la chaise, personne ne t'entend. Donc si tu veux un changement, que tu veux que ta voix et tes besoins soient répondus, il faut que tu sois autour de la table. Que tu t'assoies à la chaise qu'il faut. Quand on dit que c'est ici qu'on va faire les décisions, il faut que tu sois là-bas. Donc c'est le conseil que je nous donne, nous tous. Ce n'est pas facile. Souvent, ça fait tellement mal qu'on ne veut plus être là. Mais où on va aller? J'ai l'habitude de dire aussi à nous tous qui sommes immigrants ici,
on est là pour le temps qu'on est là. Et pendant ce temps, on a du travail à faire. Et il ne faut pas qu'on laisse les autres le faire à notre place. Nous devons faire partie de ce travail. Merci beaucoup, vraiment. On apprécie votre vaste intellect aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses et je suis vraiment... Il faut que j'aille chez moi et je fasse un peu plus de recherche. Mais vraiment, merci beaucoup pour votre honnêteté aujourd'hui. Et je pense que ces conversations sont très bonnes, surtout avec la jeunesse. On doit commencer à parler à ces gens, à propos de ces genres de trucs-là. Donc, merci beaucoup aujourd'hui pour votre temps. Et si vous avez quelque chose d'autre à ajouter aussi. Je suis honoré que vous veniez me voir et partager ces trucs parce que c'est très important. Et l'une des choses que je disais tantôt, quelqu'un qui me disait quelle serait la relève, qu'est-ce qui va se passer quand nous, qui sommes là depuis des années, on essaie de faire ce changement, qui va prendre notre place, qui va continuer ce travail parce que ça ne sera jamais fini. Et ça m'a beaucoup préoccupé, ça fait 5 ans maintenant. Je pense beaucoup à ça. Et quand je vois des initiatives comme ça me rassure. Ça me rassure parce que on ne fait pas ce travail pour les autres, on le fait pour nous-mêmes. Et tout ce que nous faisons, ça a une conséquence. Et la conséquence, ce n'est pas mauvaise. C'est pour tout le Canada, noir et blanc. Il y a un policier qui me disait, je suis venu, je faisais une présentation à la police et j'étais avec ma femme qui m'aidait, donc je lui ai demandé de rester. Bon, donc à la pause, le policier vient 9 semaines. Je voulais juste te dire que, est-ce que tu sais que je n'ai jamais dit à personne que je suis marié à une noire. Je dis pourquoi il me dit parce que j'ai peur de ce qu'ils vont dire. Ce qu'ils vont dire, non pas à moi, mais à elle. L'attitude qu'ils vont faire. Tu t'imagines? Ce monsieur me dit que ça fait 18 ans qu'il travaille à la police. Et qu'il n'a pas honte de dire qu'il est marié à une noire. Mais juste, il n'a pas confiance à ses collègues pour leur partager cette confiance. Donc, être noir, ce n'est pas une malédiction. Et je crois que quand nous parlons des défis de l'intégration, il faut aussi qu'on essaie de faire comprendre aux gens que se retrouver noir au Canada, dans un fleuve de blanc, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est vrai. Moi, je dirais même que c'est quelque chose de positif. Parce que partout où je me lève et je commence à parler, ils vont tous me voir. Et personne ne dira que je ne vois pas. C'est vrai. T'as qu'à me voir. Je suis tellement visible. Je vais nulle part, tu vois. C'est ça. Moi, je vous encourage à continuer ce travail. Merci encore. Merci.